Sous un voile de brume matinale, un jeune homme pose son chevalet face à l'eau grise d'un port normand. Déterminé à saisir non pas un décor, mais la fugace vibration de la lumière sur les vagues. De cette audace naîtra un mouvement qui renversera les codes de la peinture. Dans cette vidéo, vous suivrez Claude Monet, des premières touches tremblées sous la pluie jusqu'aux vastes surfaces baignant d'éclats colorés de ses nymphéas, en passant par l'argenteuil joyeux et la douleur intime de la perte. À travers chaque toile, découvrez comment il a transformé l'éphémère en éternel, et comment sa quête de clair-obscur a réinventé notre regard sur le monde. Imaginez un matin brumeux sur le port du Havre, en novembre 1872. Un homme se tient face à l'eau grise, son chevalet posé sur un simple escabeau de bois. Il ne cherche pas à capturer les détails exacts des coques et des gréements, mais l'impression fugace, la vapeur qui flotte, la lumière du soleil levant perçant la brume. Cette toile, baptisée Impression, Soleil levant, donnera son nom à un mouvement qui bouleversera la peinture à tout jamais. Cet homme, c'est Claude Monet. Né en novembre 1840 à Paris, mais élevé dès l'enfance dans le paysage paisible de la Normandie, Monet n'a jamais ressenti d'attraction pour les salons feutrés et les académies. Très tôt, il préféra le plein air, parcourant les falaises d'Étretat et les rives de la Seine, crayonnant sur n'importe quel bout de papier les effets de lumière qui captaient son regard. Lunettes vissées sur le nez, il observait les reflets sur l'eau, les ombres projetées par les nuages, l'éclat d'un rayon de soleil sur un muret humide. Adolescent un peu rebelle, il fréquente l'atelier d'Eugène Boudin, le premier à peindre en plein air. Là, il apprend à lâcher le pinceau, à travailler vite, à remarquer les infinies nuances de la nature. Boudin lui promet « Un jour, tu seras un grand peintre ». Ces mots, prononcés sous un ciel changeant, résonnent comme une prophétie. Lorsque la guerre de 1870 éclate, Monet rejoint les rangs militaires, mais l'art le rattrape rapidement. Il s'installe à Paris et rencontre Renoir, Sisley, Pissarro. Ensemble, ils inventent un mode de peinture libre, porté par la lumière et la couleur, loin du dessin rigoureux et des teintes sombres imposées par le salon officiel. Le 15 avril 1874, la première exposition des impressionnistes ouvre ses portes. Les critiques hurlent à l'indécence, on les accuse de bâcler leurs toiles, de peindre à l'emporte-pièce. Pourtant, le public curieux afflue, attiré par cette nouveauté, ce souffle d'air frais qui semble exister uniquement sur ces toiles vibrantes. Monet épouse Camille Doncieux, muse délicate aux joues roses et au regard rêveur. Ensemble, ils s'installent à Argenteuil, sur les bords de la Seine. Là-bas, la vie devient un atelier géant. Les barques glissent sur l'eau, les peupliers s'élèvent au loin, les nuages passent en silence. Monet compose sa série des bateaux à Argenteuil, explorant comment la même scène change au fil des heures. L'aube, le midi, la fin d'après-midi plonge les rouleaux d'eau dans des harmonies de bleu, de vert et de blanc. La mort prématurée de Camille en 1879 est un coup terrible. Monet se réfugie dans le travail, peignant encore plus ardemment. En 1883, il découvre la côte bretonne et ses falaises, capturant à nouveau cette fureur du ciel et de la mer. Puis il part à Londres, fasciné par le brouillard industriel. Portman Square, Waterloo Bridge, Houses of Parliament. Chaque matin, un voile de brume transforme la ville en une vaste toile impressionniste. Monet peint plusieurs dizaines de toiles, explorant la même scène sous toutes ses lumières. Au début des années 1890, il trouve enfin un havre à Giverny. Il achète une petite maison, creuse un étang, importe des nymphéas et fait construire un pont japonais. Peu à peu, son jardin devient une œuvre d'art vivante, chaque plante et chaque nuage participant à une symphonie de couleurs. Monet passe des heures, des jours, dans ces allées humides. La surface de l'eau, saturée de fleurs, devient un miroir de l'infini. C'est là qu'il lance sa série la plus ambitieuse, les nymphéas. À mesure qu'il avance, il agrandit le format des panneaux de 4, puis 5 mètres de large. Bientôt, ces toiles n'ont plus de bord. On entre à l'intérieur, on se perd dans des tapis de pétales, on flotte au milieu de reflets turquoise et roses. Monet disait qu'il peignait pour que la paix envahisse l'esprit. Il rêvait d'un espace où le spectateur serait enveloppé, loin des bruits du monde. La vieillesse apporte les ombres, la cataracte ternit sa vision, les couleurs se brouillent. Pourtant il refuse de céder, il se fait opérer, reprend son chevalet, convertit son handicap en opportunité, il perçoit de nouvelles nuances, des rouges intenses et des pourpres sombres jusque-là insoupçonnés. Ses dernières toiles, vibrantes et presque abstraites, annoncent les peintres de l'expressionnisme abstrait des décennies à venir. En 1922, la galerie Bernheim Jeune organise une rétrospective. Pour la première fois, Monet voit l'ampleur de son œuvre s'étaler sur les murs. Plus de 400 toiles, témoins d'une vie entière dédiée à la lumière. Les critiques saluaient l'art poétique de ce vieil homme à la casquette vissée, dont les toiles, une à une,
ont appris au monde à regarder autrement. 4 ans plus tard, en décembre 1926, Monet ferme les yeux pour la dernière fois. Il laisse derrière lui plus de 2500 toiles et une révolution silencieuse. Il a transformé la peinture en une célébration de l'instant, un hymne à la beauté fugace du monde. Son jardin de Giverny devient un lieu de pèlerinage pour des milliers d'amateurs d'art, et ses nymphéas trouvent un écrin majestueux dans la salle circulaire de l'Orangerie à Paris. Aujourd'hui, quand vous passez devant l'un de ces tableaux, prenez le temps de respirer, de sentir la brise, d'imaginer la rosée du matin ou la poussière d'or du crépuscule. Ce sont ces instants rares, presque imperceptibles, que Monet nous a appris à chérir. Son héritage n'est pas seulement une technique, c'est une invitation, vivre pleinement chaque seconde, car la lumière file, les ombres dansent, et chaque regard posé sur le monde peut se transformer en une œuvre d'art.